Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque samedi, nous avons lancé nos filets sur les réseaux sociaux avec Cyril Attias, avec Juliette Briens, afin de remonter les meilleures pépites du web. Et cette semaine, les buzz de la semaine commenceront avec un bad buzz, celui déclenché par une patronne qui ne veut plus payer les stagiaires. Il sera aussi question de Jackie et Michel, les célèbres pornographes dont les prénoms se sont invités au Sénat. Cette semaine, le feuilleton du rachat de Twitter par Elon Musk se poursuit et nous sommes là pour le suivre. Et puis le Costa Rica a essuyé une vague de cyberattaques aussi violente que mystérieuse. On essaiera de comprendre pourquoi avec Cyril Attias, le fondateur de médiasociaux.com. On vous parle aussi de Taab Ouafs qui finalement ne sera pas candidat. Et l'ancien conseiller de la France Insoumise, Georges Kusmanovic, est avec nous pour nous expliquer pourquoi. On va également s'intéresser avec le psychologue Michael Stora au Labello Challenge, le dernier défi à la mode sur TikTok qui pousse certains ados à se mettre en danger. On va aussi vous parler de la folie des NFT, les jetons non fongibles pour les uns, œuvres d'art numérique pour les autres, avec un spécialiste des crypto-monnaies, Stéphane Moller. On va chercher à comprendre pourquoi ces NFT font fureur sur les réseaux. Voilà, politique sous influence, c'est parti pour une heure de décryptage, de débuzzage, tous azimuts. Alors on démarre tout de suite avec vous, Juliette, pour ces buzz de la semaine, le bad buzz d'une certaine Claire d'Espagne. Dites-nous tout. Oui, tout à fait. La start-up D+4Care a pris le plus gros bad buzz de toute son existence et c'est sa fondatrice et patronne. C'est une start-up qui est spécialisée dans les compléments alimentaires et les produits cosmétiques. Donc sa fondatrice, Claire d'Espagne, n'a pas rendu service à sa boîte, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était invitée à intervenir dans le podcast Liberté d'entreprendre pour parler de ses succès et elle a eu des mots très très durs à l'encontre des stagiaires. Ça s'est passé en 2 temps. D'abord, une première vidéo a éclaté sur les réseaux sociaux et a lancé la polémique. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment, c'est très très compliqué. On se demande où sont les stagiaires, on nous force des alternants. Aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. Les stagiaires, il y en a plus. Les écoles de commerce par lesquelles je suis passée bourrent le crâne à leurs étudiants en leur disant qu'à sortie d'école de commerce, ils peuvent avoir des premiers salaires bruts annuels à 45 000 €. Et donc vous avez des étudiants, moi j'interviewe des jeunes femmes de 22 ans, 21 ans, 22 ans qui me disent « moi à moins de 45 000, je viens pas ». Il serait donc impossible de trouver des stagiaires. Donc on s'interroge, pourquoi cette pénurie? Le fonctionnement des écoles a-t-il changé depuis notre époque? Jusque-là, ça démarre soft, votre buzz. Voilà. Eh bien, en fait, c'est une seconde vidéo apparue peu de temps après qui nous apporte un élément de réponse. En fait, c'est surtout Claire d'Espagne qui semble avoir du mal à trouver des stagiaires. Et pour cause, on écoute sa vision des choses. Donc en fait, nous, on a des écoles qui nous disent... Et pas honte de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent « Si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. » Ouais, ben ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Voilà. Par jour. 80 heures par semaine, Guillaume, rien que ça. Bon, on est tous passés par là étant jeunes, le statut de stagiaire, travailler dur sans être payé, ou alors très peu, trimer pour rajouter cette fameuse ligne sur son CV. Mais il faut dire que certaines entreprises confondent parfois stagiaire et esclave. Faire le travail d'un salarié plein temps à un jeune payé au lance-pierre, ça suffit, quoi. En tout cas, les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, hashtag Claire d'Espagne pendant 48 heures sur Twitter. Et le problème, c'est que l'entreprise D+4Care va avoir énormément de mal à s'en remettre. La marque, elle, en fait, a été victime d'un raid numérique sur la page Google. Vous savez, là où on met tous les avis positifs et négatifs. Là, plus de 5000 avis négatifs ont fait chuter la note de l'entreprise. C'est la tragédie de la e-réputation. C'est-à-dire que c'est viral et c'est instantané. Vous pouvez détruire une boîte comme ça. Exactement, la e-réputation. Sur Instagram, leur section commentaires a dû être fermée. Sur LinkedIn, il y a eu un poste de recrutement de stagiaires pour l'entreprise qui s'est fait assaillir par les mauvais commentaires et les insultes. Bref, c'est une vraie descente aux enfers qui ne devrait pas aider Claire d'Espagne à trouver de nouveaux stagiaires pour le coup. Oui, à moins qu'elle s'adresse à certains sénateurs qui, eux, semblent avoir le sens de la com, Juliette, c'est ça? Mais c'est pas tous les jours qu'on entend parler de Jackie et Michel au Sénat. Mais la sénatrice Laurence Rossignol a jugé nécessaire d'aborder un sujet vital pour la société. Les titres de vidéos à caractère sexiste, misogyne, raciste des sites pornographiques. Oui, c'est la sénatrice Laurence Rossignol, c'est la très sympathique sénatrice Laurence Rossignol. En général, elle a plein de bon sens, cette femme. Oui, en général, mais là, attention, oreilles sensibles, s'abstenir. Le synopsis d'un film qui dit, en gros, 3 prénoms que j'ai déjà oubliés.
vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite black. Et je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche, et si cette référence assez claire ne véhiculait pas, en fin de compte, des représentations racistes. C'est un sujet pour un oral de l'ENA, ça. On peut se sentir un peu mal à l'aise et sourire un poil, mais sachez que la sénatrice, elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Le 2 février 2022, elle avait déjà alerté sur certaines dérives dans les titres de vidéos pornographiques. Et vous allez voir que les termes sont tout aussi crus. En tout cas, elle manie pas la langue de bois, cette dame. Oui, ça, mais cette fois-ci, c'est encore plus déroutant. On écoute. Beurette des cités prise dans une cave. Grosse salope qui revient du bled. Viol collectif d'ados enceintes. Voilà, faut dire que quand même certains titres sont assez inquiétants. On se demande s'il est bien raisonnable de laisser libre cours à tous les fantasmes sexuels, même les plus déviants. C'est la question que je vous pose. Bon, en tout cas, il y en a un qui a l'habitude de transformer ses fantasmes en business, c'est Elon Musk. Et je crois que son dernier fantasme est déjà coté en bourse. On en avait parlé. Alors Twitter, il va racheter ou va pas racheter? On l'a appris hier. Le milliardaire et fondateur de Tesla a annoncé suspendre temporairement le rachat de Twitter. On en a bien parlé ici sur Politique sous influence. Elon Musk, il avait annoncé vouloir libérer Twitter des chaînes de la censure, d'y ramener la liberté d'expression pour le malheur des uns, pour le bonheur des autres. Mais là, coup de théâtre, hier, les actions de Twitter se sont effondrées après l'annonce de la suspension du processus de rachat. Moins 25% dans les échanges d'avant-bourse. Et la raison annoncée par Musk, c'est qu'il attendrait davantage de détails sur un audit réalisé par Twitter qui affirme que, en fait, le volume des faux comptes ne représente que moins de 5% parmi les 229 millions d'utilisateurs quotidiens, alors qu'il avait annoncé que la lutte contre les faux comptes sur Twitter et les spams serait l'une de ses priorités. Donc, une très faible proportion de faux comptes, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, mais alors pourquoi ce retournement? Elon Musk n'aurait finalement plus de vrais combat à mener sur la plateforme, mais beaucoup d'internautes s'interrogent, Cyril, est-ce que ce serait pas plutôt une ruse pour faire baisser la valeur de Twitter en bourse et puis faire baisser le prix de rachat qui est à 44 milliards de dollars? Elon Musk est assez coutumier du fait de faire un peu du chaud, du froid sur des sujets comme ça, donc il essaye de regarder, je pense, où est la limite entre ce qu'il annonce et les actions qui peuvent avoir lieu sur la bourse, etc., pour avoir justement un équilibre pour lui. Et je pense que surtout ce qu'il attend, c'est de pouvoir mener des combats. Il y en a plusieurs. Il y a les faux comptes, il y en a d'autres. Il y a la liberté d'expression, il y a pas mal de sujets sur Twitter qu'il pourrait mener. Mais je pense qu'il teste avec ces annonces-là aussi, réaction du marché, qui va se rallier à lui, qui va soutenir. Il fait de la politique avec ses tweets. Et chaque tweet est pensé et stratégie. Mais c'est fou parce que cette économie numérique, en fait, un seul acteur, il suffit qu'un seul acteur parle pour que le prix s'envole ou il se fondre. C'est bien 44 milliards en fait. Hein. Non, pas de regard fourché. Donc il essaie, et c'est possible que ce soit une ruse pour faire baisser le prix de rachat tout simplement. Oui, parce qu'en même temps, l'action a très vite monté quand il a annoncé le rachat. Donc là, elle rebaisse. Peut-être qu'à un moment donné, elle va redevenir à un niveau normal et il va faire son raid à ce moment-là. Bon. Alors, dernier tour de chauffe des buzz de la semaine, si je puis dire. On va parler de cette cyberattaque assez étrange au Costa Rica. Qu'est-ce qui se passe au Costa Rica? Pourquoi cette cyberattaque? D'où ça sort? Tout à fait. Alors, le Costa Rica déclare l'état d'urgence national. Donc, après une vague de cyberattaques sans précédent sur l'ensemble du pays. Donc, l'ensemble des institutions du pays ont été attaquées en même temps. Donc, ce qui est quand même assez rare. En général, c'est une institution, mais pas toutes. Et aujourd'hui, cette attaque est revendiquée par les hackers de Conti. Donc, l'ensemble des institutions publiques? Oui, l'ensemble, et qui a bloqué tout le système gouvernemental, finalement, via cette cyberattaque. Et donc, les groupes de hackers de Conti, donc c'est un groupe de cybercriminels qui est assez puissant dans le monde, qui est à l'origine de pas mal de ransomware qu'on peut voir ailleurs. On a eu en France, notamment. Enfin, c'est un groupe assez solide, qui aujourd'hui ont pris le Costa Rica en otage et qui ont mis sur la toile à peu près 600 gigas de données gouvernementales, donc qui sont publiées publiquement. Visant à compromettre les autorités du Costa Rica. Oui, qui est déjà dans une situation un peu chaotique. Il y a eu une élection très récemment, puisque le nouveau président a été élu le 8 mai dernier. Donc est-ce que c'est une manipulation politique par rapport à cette élection, ou est-ce que c'est une volonté de déstabiliser un pays et de montrer une force de frappe organisée via la cyberattaque qui aujourd'hui est devenue réellement une arme contre un pays, contre une société de plus en plus pratiquée et malheureusement qui fait des dégâts. Il y avait des données sensibles dans ces informations qui ont été révélées aux Français. Ils sont en train de regarder, mais effectivement, on peut se dire que tout ce qui vient d'un système gouvernemental est sensible.
dans tous les cas, puisque ce sont des données normalement hyper sécurisées et qu'on ne doit pas mettre sur la place publique. Et là, on a quand même 600 gigas de données, ce qui est juste colossal. Et c'est pas des données vidéo, c'est des textes. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de textes qui sont publiés. Et on peut peut-être considérer que c'était un peu un maillon faible, non ? Le Costa Rica n'a peut-être pas les moyens de se défendre contre une. Je pense qu'aucun pays n'a le moyen de se défendre contre une cyberattaque bien organisée et bien exécutée. C'est ça le problème. C'est juste que nos défenses cyber qu'on peut avoir au niveau des États, est-ce qu'ils sont au niveau contre ces hackers, qui sont super équipés, super financés aussi quand même. Ils ont des moyens financiers, humains, et ils ont les meilleurs développeurs qui viennent aussi de Biélorussie, d'Ukraine, donc des développeurs qui sont très très pointus et qu'on n'a pas normalement dans un État. On a les fonctionnaires. Affaire à suivre. On va voir ce qui se passe au Costa Rica, mais c'est assez inquiétant. Effectivement, la guerre peut être absolument numérique. Alors, on parlait de tour de chauffe, mais effectivement, cette rubrique s'intitule les buzz de la semaine, mais le vrai buzz de la semaine, c'est celui déclenché par le journaliste Taha Bouafs, ou en tout cas par son retrait de sa candidature annoncée à Vénissieux. Et pour nous aider à décrypter ce buzz, eh bien, on va avoir un ex-conseiller de Jean-Luc Mélenchon, un ex de la France Insoumise, Georges Kuzmanovic, qui est avec nous pour nous en parler. Restez avec nous. Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Voilà, nous sommes de retour. Georges Kuzmanovic, bonjour, bienvenue sur Politique sous influence. Bonjour. Vous êtes un ancien officier français, ancien conseiller politique de Jean-Luc Mélenchon, et vous présidez désormais un mouvement souverainiste de gauche qui s'appelle République souveraine. Mais ce qui nous intéresse, c'est le regard que vous portez sur cette affaire Taha Bouafs. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à en dire, et on va en dire beaucoup de choses. Mais d'abord, pour commencer, est-ce qu'il n'y a pas un énorme problème de chronologie dans cette affaire ? C'est-à-dire, est-ce que la France Insoumise n'a pas en bloc soutenu ce Taha Bouafs et ensuite en bloc lâché Taha Bouafs ? Oui, il y a une tentative généralisée de mystification et de détournement de l'attention du public. Donc on sait que maintenant, puisque ça a été dévoilé par la députée Clémentine Autain, que dès le samedi 7 mai, s'il ne l'était pas avant, en tout cas très formellement, ils étaient au courant d'agissements délictueux peut-être de Taha Bouafs envers certaines femmes, on verra ce qu'il en est concrètement, mais que dans les jours qui ont suivi, et jusqu'au 10 mai, 11 mai pour certains, ils ont soutenu Taha Bouafs, ou plutôt pas soutenu, ils ont eu de la sympathie pour lui parce qu'il retirait sa candidature à l'élection législative sous prétexte officiellement qu'il subissait une vague d'attaques racistes. Ce qui n'est pas vrai du tout. Alors là, ce télescopage est curieux quand même. Ah non, c'est pas un télescopage. C'est-à-dire que Taha Bouafs, c'est l'un des rares en fait, issus des quartiers populaires, en tout cas comme l'appelle la France Insoumise, donc des banlieues, des métropoles, qui soient réellement à la France Insoumise, qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, ça peut sembler étonnant sociologiquement, mais il y en a plus dans les partis, par exemple, de droite. On pourra expliquer pourquoi. Et il est un peu c'est Raquel Garrido, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon, qui l'appelait le Gavroche de la politique. Et puis il a eu son moment star, puisque c'est lui qui a filmé Benalla en train de tabasser en action, place contre Oscar à Paris, des manifestants, même si c'est Ariane Chemin qui a découvert que c'était Benalla. Lui, il a filmé. Il savait pas qui filmait finalement. Voilà. Les attaques dites racistes. Alors il y en a certaines. Il y a des gens d'extrême droite qui ont attaqué Benalla. On ne peut pas dire qu'il n'a subi aucune attaque raciste. Simplement, on dit il y a de véritables racistes. Ce n'est pas la raison de sa d'extrême droite, des identitaires, qui l'attaquent aussi parce que Taha Bouafs, c'est que donc d'origine algérienne. Mais le racisme est bien partagé quand même, parce qu'il est qualifié d'arabe. J'en pense à Monsieur Miller, par exemple, qui dit « on s'attaque à un arabe ». Alors moi, j'ai été obligé de répondre parce que, en fait, c'est une essentialisation et une qualification, pour moi, raciale, ahurissante des gens. Taha Bouafs est originaire d'Algérie, il n'est pas arabe. Arabe, c'est une catégorie... Il y a effectivement une racialisation de la religion et de la nationalité qui est très étrange. Exactement. Les Arabes sont des gens qui viennent d'Arabie Saoudite et qui, au 8e siècle, ont conquis le Maghreb, où les populations majoritaires sont berbères, encore aujourd'hui. Donc bon, si on veut être précis, et donc il y a eu un phénomène de colonisation aussi à ce moment-là, d'ailleurs auquel résistent encore des populations berbères. Bien sûr, surtout en Algérie. Donc c'est un petit
un petit rappel. Voilà. Mais en dehors de ceux qui réellement l'attaquent, font des attaques racistes, Taha Bouaf s'est fait énormément d'ennemis parce que lui utilise des propos racistes, insulte les gens, les attaque, les agonise, Arabe de service pour Linda Kebab, par exemple. Arabe de service pour Linda Kebab. Pute blanche, c'est un blanc, c'est une blanche, c'est un noir, tout est toujours catégorisé. Je crois pour expliquer que les femmes se voilaient, les femmes musulmanes se voilaient pour échapper au regard des blancs. Enfin, c'est complètement fou ça aussi. Oui, non mais mélange entre la religion et les origines ethniques. Et puis une violence verbale. Des attaques cyber, alors pas comme Costa Rica, mais la fameuse meute que dénonce Mélenchon d'extrême droite, qui est une spécialité de Taha Bouaf d'envoyer sa meute justement d'internautes. C'est pas le seul, mais pour attaquer l'ambulance Taha Bouaf, parce que c'est vraiment fait du mal tout seul, mais essayez de comprendre. Vous disiez tout à l'heure, c'est une rareté. En fait, on l'appelait le Gavroche, ça y est, on en tenait un, on avait attrapé un papillon un peu rare avec son épuisette et on le choyait. C'est ça le phénomène, c'est que finalement, il n'y a pas tant de gens des quartiers à l'intérieur de la France insoumise ? En tout cas, pas dans les cadres dirigeants. Vous en avez sûrement, évidemment, dans les sympathisants, dans les électeurs, dans les militants de base, mais parmi les cadres, il n'y en a pas tant que ça. Et ça se voit dans les... en fait, c'est en novembre 2018... c'est la stratégie d'Éric Coquerel, député, conseiller de Jean-Luc Mélenchon, qui est mise en place. Il considère qu'il manque 600 000 voix en 2017 et que ces 600 000 voix sont à conquérir dans les quartiers populaires. Entendez, auprès des populations, principalement d'origine musulmane, des quartiers populaires, ce qui est aussi une essentialisation et des quartiers populaires, et des banlieues, et des musulmans. Mais passons, on ne va pas rentrer, ça serait dans le détail, ça serait trop long. Et il y a cette conférence, une sorte de meeting à Épinay-sur-Seine en novembre 2018 où Jean-Luc Mélenchon intervient et donne la ligne. C'est la nouvelle France, c'est vous. Mais le public, étonnamment, est plutôt composé de gens qui viennent des anciens, des partis trotskistes, du PS, de la gauche. C'est plutôt blanc. Si on reprend les catégories blancs et âgés et masculins. Si on reprend les catégories de ceux qui font les critiques, comme souvent dans ces meetings-là, comme dans les meetings... Ça m'avait beaucoup marqué avec M. Piolle qui avait repris le terme de créolisation et qui dit nous sommes pour la créolisation devant un parterre de spectateurs dont la moyenne d'âge est visiblement 50 ans, et si on s'amuse à faire de la colorimétrie, visiblement blanc, assez peu de jeunes des quartiers. Mais vous le dites pas, Georges, mais on sent qu'il y a une espèce de culpabilité, c'est ça finalement ? Culpabilité de classe, culpabilité de peut-être de genre, culpabilité démographique ? Oui, ou plutôt c'est quelque chose qui vient de long, c'est une lame de fond qui vient de plus de 40 ans, et qui est très très bien décrite par Jean-Claude Michéa dans ses ouvrages, en résumant une grande partie de la gauche, en particulier celle du gouvernement, celle qui a structuré la gauche, c'est le Parti socialiste, en trahissant l'idéal de base de la gauche, qui est assez simple, qui est la question des classes. Quand on est de gauche, normalement, on l'entend encore, comme vous vous occupez d'améliorer l'accès aux services publics, plus d'écoles. On défend les plus modestes. On améliore les salaires, les conditions de travail, enfin bon, ça tombe un peu sous le sens. Mais le Parti socialiste, en choisissant et en entraînant, entre autres, ELV et d'autres formations politiques de gauche dans son sillage, a pendant 40 ans contribué à construire une Union européenne absolument néolibérale, et est allé dans les politiques publiques, beaucoup, en tout cas des politiques publiques qu'il a menées quand il était au pouvoir, à l'encontre des intérêts de classe des plus fragiles et des catégories populaires de France. Et donc il a fallu, au moment où au tournant de l'an 2000, le Parti socialiste a perdu la majorité de l'électorat ouvrier, petit employé, il a fallu trouver un prolétaire de substitution. Et celui-ci a été l'immigré. C'est ce que décrit Michéa, et c'est ce qui est en voie d'accélération et d'aggravation. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup de jeunes issus... Allez, pour faire simple, sociologiquement, de Sciences Po Paris, pour qui c'est une évidence. Les questions sociales les intéressent beaucoup moins, les questions salariales les intéressent beaucoup moins. Sociétal, racial... Ils sont beaucoup plus dans le sociétal, dans le racial, et ils sont très fortement inspirés par l'idéologie qui vient du Parti démocrate des États-Unis. L'intersectionnalité. Comment vous réagissez au fait à l'annonce qui a été faite que les plaignantes de Taha Bouaf ne voudraient pas porter plainte pour éviter toute récupération politique ou toute stigmatisation raciste du mise en cause. Alors ça aussi, il y a toute une série de, entre autres Islam et Info,
de gens qui utilisent, qui disent que il n'y a pas vraiment eu de crime, ce sont des Françaises qui veulent casser la carrière d'un jeune maghrébin. Bon, d'abord des crimes sexuels, il y en a beaucoup. Et les gens, quelles que soient leurs origines ethniques, sociaux, subissent des attaques. Je pense, je ne sais pas. Strauss-Kahn ou PPDA en ce moment, bon, il ne me semble pas qu'il soit spécialement d'Afrique du Nord. Mais là, c'est l'inversion qui est frappante. Et là, c'est l'inversion qui est frappante. Et, le fait est que ce sera instrumentalisé. C'est déjà instrumentalisé par de vrais racistes, pour le coup. Donc, c'est aussi le problème de cette situation. Maintenant, comme le rappelle très bien Régis de Castelnau, il y a l'article 40 de procédure pénale qui impose à des gens détenteurs de formes d'autorité publique, entre autres les députés, comme Madame Clémentine Autain, qui a dit avoir connaissance de sujets très graves. Bon. Si un jour les sujets très graves sortent d'une manière ou d'une autre et qu'elle n'en a pas parlé, elle sera comptable de son silence. Silence étrange puisqu'elle en parle à moitié. Affaire à suivre donc. Georges Kuzmanovic, merci. Je rappelle que vous présidez République Souveraine. Vous avez une fille, Georges ? 3. Alors vous connaissez peut-être le labello, non ? Vous savez pas ce que c'est le labello ? C'est un stick à lèvres et c'est un jeu qui peut très mal tourner sur TikTok. On en parle tout de suite après avec le psychologue Michael Stora. Merci. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Voilà, on va parler de la dernière folie sur TikTok. Nouveau péril jeune, en quelque sorte, le Labello Challenge. Et on va en parler avec Michael Stora. Michael Stora, bonjour, soyez le bienvenu sur Politique sous influence. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychanalyste spécialisé dans le suivi des adolescents et particulièrement des addictions numériques. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Expliquez-nous ce que ce Labello Challenge. Alors, le Labello Challenge, au fond, Labello étant une marque, vous savez, de stick à lèvres. Et donc, finalement, il y a plusieurs parfums. La première phase étant que l'adolescent, ou disons, met sur ses lèvres ce stick et finalement, un autre adolescent, en l'embrassant sur la bouche, va devoir deviner le goût de ce Labello. Donc, tout gentil. De ce stick à lèvres. Ça a l'air plutôt mignon pour commencer. Il n'y a pas de quoi foutre un chat. C'est vrai, mais rappelons-nous qu'à l'adolescence, les premiers baisers, c'est pas que gentil, et c'est aussi peut-être l'occasion, d'une certaine manière, de découvrir autrement. Je veux dire c'est pas des tout petits enfants, c'est quand même des adolescents où il y a cette histoire de pudeur et impudeur. Néanmoins, deuxième phase complètement mortifère, puisque l'idée étant que lorsque le stick à lèvres est terminé, eh bien la personne se doit de se suicider. Voilà. Ouais, et là, c'est donc c'est ça. Et oui, donc en fait, c'est appliquer du labello sur ses lèvres à chaque fois que quelque chose de mal vous arrive, quelque chose de triste, et à la fin du stick, effectivement, l'acte sans retour. Eh bien, écoutez, je ne connaissais pas finalement cette. Alors, mais attendez, est-ce que ça voudrait dire que finalement il n'y a pas cette idée que l'autre nous embrasse pour deviner le goût ? Non, en fait, c'est un challenge qui a été repris puis tronqué totalement. C'est une idée qui est venue du Labello Challenge, mais qui a été totalement fourvoyée. Voilà, un challenge peut en cacher un autre manifestement, mais. Le ministère de l'Intérieur, c'est si inquiétant que le ministère de l'Intérieur a publié un tweet pour mettre en garde en fait certaines pratiques et tendances virales. Je cite le tweet, peuvent faire des réseaux sociaux un terrain de jeu dangereux. Soyez attentifs et à l'écoute des jeunes de votre entourage si vous observez un changement de comportement. Ce qu'il faut dire néanmoins, c'est qu'il n'y a pas encore eu de suicide, Dieu merci. Non, il n'y a pas eu de suicide et écoutez, travaillant depuis un bon moment, en observant un petit peu, j'ai en plus dirigé la cellule psychologique des Skyblogs pendant 7 ans, donc spécialisée dans les adolescents. Et la question de la mise en scène d'un soi sombre, triste, suicidaire, rien de nouveau. L'esthétique de la souffrance adolescente et le jeune Werther, c'est Rimbaud, sauf que finalement, d'une certaine manière, nous sommes dans une société qui laisse peu de place à cette question-là, puisque nous sommes dans une société de la réussite, de l'idéal, de la performance. Il suffit de voir les influenceuses sur Instagram. Et donc, je vois paradoxalement dans ce forme de Labello Challenge une sorte de pied de nez aussi, comme une sorte de manière de dire, écoutez, tout ne va pas si bien que cela. Moi, j'y ai vu
Alors, je ne connaissais pas l'idée que finalement, on a transformé de ce que vous dites, votre collaboratrice, dans quelque chose de beaucoup plus mélancolique. Mais au-delà, j'y voyais un peu une sorte de jeu entre Eros et Thanatos, puisque premier temps, on s'embrasse, et puis deuxième temps, le désir et la mort, qui est quand même quelque chose que tout adolescent traverse. Et moi, dans mon cabinet, lorsqu'un adolescent m'évoque des envies suicidaires, parfois on le vit comme quelque chose, comme une manière de dire, voilà, c'est le seul acte dont je suis libre, qui me permet de me désaliéner aussi de l'emprise parentale. Donc je dirais que, bon, j'espère évidemment qu'il n'y aura pas de passage à l'acte, mais comme toujours, je pense que c'est aussi un révélateur, d'une certaine manière, d'une souffrance déjà préexistante, voire mélancolique chez des adolescents, ce qui arrive malheureusement. C'est un âge aussi de souffrance, c'est un âge intéressant, mais c'est un âge de souffrance, de transition, et vous vous rappelez que les conduites à risque sont presque indissociables de l'adolescence, finalement. Oui, alors c'est vrai que la question, en effet, des conduites à risque, peut-être comme une manière de recréer des rituels de passage qui n'existent plus du tout dans notre société, est peut-être une interprétation intéressante, même si, évidemment, en relisant Lévi-Strauss, on se rend compte que normalement, c'est codifié dans le cadre d'une communauté très précise, reconnue par les pairs. Oui, c'est le monde adulte qui fait rentrer l'adolescent dans le monde adulte à travers le rite de passage. C'est pas un rite des adolescents entre eux. Non, c'est pas les adolescents entre eux. Donc là, ce qui est vrai, c'est que se pose la question, est-ce que c'est une manière aussi d'éprouver son corps, ayant pas mal travaillé sur la question des scarifications, cette idée de marquer son corps comme une manière peut-être de colmater une souffrance psychique. Vous dites pardon de vous interrompre, mais je rebondis sur ce que vous dites, c'est vraiment très important. Vous dites qu'il y a un rapport particulier, cette génération, au corps, et qui serait lié, hypothèse, je ne sais pas, à cette représentation parfaite de l'image, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est vrai que cette question d'image de soi est d'autant plus cruciale à l'adolescence, c'est la construction de l'image de soi, ce que les sociologues appellent véhicule identitaire, et finalement on voit bien comment les réseaux sociaux ont repris la relève, sauf que l'ADN et la philosophie de Instagram, entre autres, et d'autres, sont des philosophies très idéalisantes qui sont d'une tyrannie terrible sur le fait de ne pas être à la hauteur, de ne jamais être à la hauteur. Donc on a ce mélange terrible entre désir et culpabilité, désir de ressembler à l'influenceuse et culpabilité de ne pas y arriver. Mais néanmoins... Oui, je vous en prie. Oui, pardon. À l'époque, avant les réseaux sociaux, il y avait des stars, des pin-up, des magazines, des mannequins, et ça existait déjà, ça. Est-ce que les réseaux sociaux ont réellement aggravé ce phénomène ? Oui, alors vous avez raison. On souhaitait tous ressembler. Marilyn Monroe. C'est vrai. Là où c'est très... écoutez, oui, évidemment. Maintenant, là où c'est très étrange, et ça c'est particulier à Internet, c'est cette forme d'horizontalité. C'est-à-dire qu'on ne recherche plus à ressembler verticalement à une star, mais comme vous le savez peut-être, maintenant, puisque les chiffres sont assez étranges, ce sont les 18-35 qui font le plus appel à la médecine ou chirurgie esthétique, c'est-à-dire de ressembler à soi filtré. C'est ce que certains ont appelé la dysmorphophobie, c'est-à-dire focaliser sur une partie. Et ça, c'est quand même un phénomène très nouveau qui peut-être vient révéler que l'image n'a pas simplement un statut d'apparence, comme ça l'a été, mais un statut où on cherche à ressembler à travers un look ou autre. Donc une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça que vous voulez dire. Une version totalement augmentée, améliorée, où l'image aurait un statut existentiel, puisqu'étrangement, si la chose n'est pas photographiée et postée, c'est comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est quand même très, très nouveau. Et donc, il n'y a plus de distance entre, le mythe ou l'idéal et la réalité. Donc, il n'y a plus de jeu, en fait. Les gens veulent ressembler absolument à l'idéal. Ils confondent l'idéal et le réel. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, si on rentre un peu dans des concepts un peu psychanalytiques, comme vous le savez peut-être, le premier des miroirs pour tout être humain, c'est sa maman. C'est ce que Winnicott appelait le miroir maternel, dans lequel tout le monde se découvre, et c'est ce qu'on appelle le moi idéal. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de régression qui fait qu'on cherche à retrouver quelque chose de ce moi idéal, qui est celui d'un tout petit bébé, qui a peut-être très peur de grandir dans une société qui n'est pas non plus finalement très accueillante, qui est peut-être même anxiogène, voire déprimante. Qui crée une pression en tout cas. Et vous parliez tout à l'heure des scarifications, on pourrait élargir à plein de phénomènes contemporains, de tatouages, etc. Enfin, le fait d'imprimer dans sa peau quelque chose, voire même de manière assez douloureuse d'ailleurs. Et est-ce que vous établissez un lien, si j'ai bien compris, avec ce que propose le Labello Challenge, c'est-à-dire se détruire soi-même et détruire son image ?
Oui, alors ce qui est vrai, c'est que sur les fameux challenges, c'est pas le premier qu'il y a eu, il y en a eu des terriblement mortifères, dont le Fire Challenge, où des adolescents se brûlaient une partie de leur corps. Et c'est vrai que, je rappelle cette question, c'est que la tyrannie de l'idéal, et non pas de ce qu'on appellerait en psychanalyse le surmoi, finalement, fait que, au fond, la transgression ne peut passer que par un retournement des pulsions agressives contre son corps propre. Et c'est peut-être malheureusement la défense la moins élaborée, et peut-être qui vient signer une grande souffrance qui va bien au-delà de la souffrance adolescente. Et rappelons-nous, peut-être aussi parce que, observant et recevant des adolescents, l'utilisation du second degré de l'auto-ironie est quand même très présente chez cette génération, parce que, comme le dit Freud d'ailleurs, c'est que finalement l'humour, le trait d'humour est comme un pied de nez finalement à cet idéal. En fait. Moi, j'ai une question qui revient un peu au même avec ma précédente, mais est-ce qu'on ne dramatise pas un peu notre époque, dans le sens où les challenges, je me rappelle déjà dans mon enfance, existaient déjà bien avant les réseaux sociaux et TikTok, le jeu du foulard qui avait fait des morts, ce jeu qui consiste à s'étrangler jusqu'à l'évanouissement avec un foulard. Aujourd'hui, simplement, il y a peut-être cette question de viralité qui devrait venir aggraver le sujet, mais finalement, est-ce qu'elle l'aggrave vraiment? Parce que il y a aussi toute la notion de prévention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on tape Labello Challenge sur TikTok, les seules vidéos qu'on trouve, ce sont des vidéos de prévention, de jeunes qui viennent dire attention à ce challenge, qui peut-être n'existait pas à l'époque. Donc finalement, est-ce qu'on ne surdramatise pas un petit peu cette hypothétique causalité entre une aggravation des phénomènes adolescents et les réseaux sociaux? Oui, alors oui et non. Je suis d'accord sur l'idée, et d'ailleurs on a pu le voir, peut-être le fait que le ministre de l'Intérieur récupère, parce que moi j'y vois aussi une forme de récupération politique de la panique morale, puisque comme vous le savez, les écrans sont les porteurs et finalement responsables de tellement de maux, ce qui souvent fait l'économie d'une réflexion beaucoup plus poussée sur qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran. L'écran fait souvent écran sur d'autres problèmes beaucoup plus compliqués, et sur finalement les défis sur ces jeux dans les cours de récré, à l'image de Squid Games d'ailleurs, c'est-à-dire ces jeux enfantins qui engendrent pourquoi pas la mort. C'est aussi une réflexion plus complexe sur une société. Et c'est évident que, je ne sais pas quel âge, je ne me permettrai pas de vous demander, mais j'imagine que je dirais qu'il y a vous savez, quand même, on est dans une société qui a beaucoup évolué. Depuis 30 ans, on observe une forme de narcissisation et une fragilité parentale qui fait que finalement, plus il y a cette sorte l'idée que l'enfant, l'adolescent est comme une prolongation un peu des idéaux, des enjeux narcissiques des parents, et plus les adolescents vont pas bien. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils sont comme fétichisés, et finalement, il y a en effet cette sorte d'hyper-attention, mais aussi être parent d'ado, c'est pas non plus évident d'une manière globale. Ça, je dirais que on le voit, les parents ne vont pas bien. Je fais beaucoup de soutien à la parentalité parce que beaucoup de parents se disent mais finalement, je me dois aussi d'accepter que mon adolescent advienne et j'accepte de l'envisager comme un adulte en devenir. Et on voit à quel point c'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est vrai que votre question vient recouper énormément d'autres questions, je trouve très compliquées sur notre société. En tout cas, c'est certain qu'il y a une viralité propre aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent aussi permettre aux adolescents de se construire, j'imagine. Oui, c'est ce que moi j'ai perçu. Au fond, c'est assez intéressant à l'époque, et d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas, c'est que les adolescents n'ont pas un seul avatar, donc une identité numérique, ils en ont plusieurs. Et je dirais qu'à l'époque des skyblogs, vous aviez toujours le blog qui ressemblait étrangement à la banalité de Facebook. Je me rappelle très bien des skyblogs, en effet, c'était central dans nos vies. C'est Michael Stora qui était derrière, qui a analysé le skyblog. On ne vous dira pas tout, on dira pas tout. C'était central, et c'est vrai que je me rappelle d'une certaine mélancolie sur ces skyblogs. Bien sûr. Oui. Mais bien sûr, mais c'était très intéressant parce que justement, au fond moi-même, je ne sais pas, certains ne se souviennent pas de leur adolescence, mais il m'arrivait d'écrire de la poésie, c'était pas franchement gai. Oui. Donc il y avait cette idée intéressante de sublimer notre souffrance, mais encore faut-il trouver des lieux. Et c'est vrai que les skyblogs, je me souviens de textes parce que j'étais modérateur, les modérateurs m'envoyaient. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est un véritable laboratoire de construction identitaire où le soi mélancolique, le soi sexué, le soi culturel pouvaient se mettre en scène de manière très clivée. L'adolescent est comme un être à multifacettes, où chacune de ces facettes se teste. Et finalement, les clics, les commentaires venaient confirmer ou infirmer. Donc, il y a des choses tout à fait intéressantes. Et puis, il y a en effet certains
et peut-être malheureusement plus certaines, je pense entre autres à Instagram, qui se font piéger par les influenceuses. Et d'ailleurs, les influenceuses elles-mêmes sont piégées par le grand Zuckerberg, qui lui-même profite économiquement de tout cela. Merci Mickaël Stora, merci infiniment. Mais il n'y a pas que les adolescents qui sont piégés d'ailleurs, il n'y a pas que les adolescents qui forment des communautés sur les réseaux, il n'y a pas que les adolescents qui jouent à se faire peur sur les réseaux, les adultes aussi, et il n'y a pas que les adolescents qui perdent le sens des réalités sur les réseaux, les adultes aussi. C'est l'incroyable phénomène des NFT. On en parle tout après. Vous savez pas ce que c'est les NFT? Ça vaut des millions et des millions. On en parle avec Stéphane Moller, qui est un spécialiste des crypto-monnaies. À tout de suite. Sur intersport.fr. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Stéphane Moller, bonjour, soyez le bienvenu sur Politique sous influence. Bonjour à tous. Alors je vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio, mais vous êtes un peu chez vous en fait, parce que nous sommes voisins d'antenne le week-end. Vous prenez le relais le dimanche avec une émission passionnante que vous animez avec Thibaut Boutroux, Parlons Crypto, et qui, comme son nom l'indique, évoque l'actualité des crypto-monnaies. Alors on ne peut d'ailleurs pas parler de NFT sans parler de crypto-monnaies. Vous allez nous expliquer tout ça, mais auparavant, que sont les NFT? Le suspense a assez duré. Alors, on va répondre à cette question par différence avec des tokens fongibles. En fait, ce que vous... Avec des quoi? Des tokens fongibles. Ah ben déjà, vous avez perdu là. Eh ben voilà, on y arrive. Voilà. Si vous et moi avons dans la poche une pièce de 1 euro, c'est un token fongible. C'est-à-dire, c'est un élément qui est fongible. Si on échange notre euro, à la fin de la journée, on a toujours 1 euro. D'accord. Maintenant, si vous avez dans votre salon un Matisse et moi un Picasso, et qu'on les échange... C'est mieux qu'un euro, ça. À la fin de la journée, on aura fait un échange et on aura échangé des biens de valeurs différentes. Si on joue aux cartes et que moi j'ai la dame de cœur et que vous avez l'as de trèfle et qu'on échange nos cartes, on a échangé des actifs qui sont différents l'un de l'autre. Voilà. Et ça, c'est un token non fongible. Ce sont des actifs qui sont différents les uns des autres et qui n'ont pas la même valeur par différence aux pièces de monnaie. Dans l'univers des cryptos, si vous avez un bitcoin et que j'ai un bitcoin et qu'on l'échange, ça revient au même. À la fin, on n'a pas échangé des actifs de valeurs différentes. Si j'ai un NFT et que vous en avez un autre et qu'on les échange, eh bien, à la fin de la journée, on a probablement échangé des actifs avec des valeurs différentes. Donc, est-ce que ça veut dire que ce sont des œuvres d'art, au même titre que Picasso et... Alors, en fait... Ah oui, quel est le lien? Me pique la question, quel est le lien entre non-fongible token et œuvres d'art numériques? Alors là, vous venez de faire un lien qui est une des applications des NFT. Éventuellement, on parlera des autres applications tout à l'heure. Mais effectivement, on peut créer des œuvres d'art numériques. C'est une des applications des NFT et acheter des œuvres d'art numériques. Et évidemment, une œuvre d'art numérique ou une autre n'ont pas forcément la même valeur. Alors une œuvre d'art numérique, c'est vraiment un dessin qui est fait avec des pixels. Alors ça peut être une photo originale. Absolument, ça peut être. Alors ça peut être deux choses. Ça peut être du pop art. C'est très souvent du pop art. Donc il y a un artiste qui se lève un matin et qui décide de créer des œuvres d'art numérique. En général, il en fait en même temps des milliers, voire des dizaines de milliers, et il va les publier sur la toile, au travers d'outils qu'on évoquera tout à l'heure. Et vous et moi, on va pouvoir acheter ces œuvres d'art numériques. Mais ça peut être aussi une photo de mon mariage ou un dessin de mon fils de 7 ans. Voilà. Alors, objection, votre honneur, quand même, il n'y a rien de plus facilement reproductible qu'une œuvre d'art numérique. Alors, non, ça c'est une erreur de penser ça. En fait, la caractéristique de ces œuvres d'art numériques, c'est qu'elles sont gravées dans un livre qu'on appelle la blockchain. Et qui fait que... C'est les bitcoins, c'est le même phénomène que les bitcoins. Exactement la même chose. Et c'est ce qui fait l'unicité justement de ce token et le fait qu'il n'est pas reproductible. Alors évidemment, on peut le copier, mais à la fin de la journée, si on s'intéresse au sujet, on s'aperçoit que c'est un faux. La caractéristique justement de ces NFT tient à leur unicité, à leur intégrité et au fait que justement, on ne peut pas créer des faux. D'accord. Finalement, c'est le nouveau marché de l'art et il va y avoir des ventes aux enchères, du NFT. Alors en fait, dans l'univers de l'art, alors c'est pas il va y avoir, il y a déjà et ça représente des sommes qui sont considérables. Et en fait, ça peut servir à deux choses. Soit je suis un artiste dans la vraie vie. Et je crée des œuvres d'art qui ont une valeur dans les salles de vente, chez Sotheby's, Christie's, dans les galeries, etc., etc. Et en fait, je peux utiliser cette NFT comme étant un espèce de certificat numérique de mon œuvre. Avant, on avait des documents papier avec la signature de l'artiste et un tampon derrière, qui étaient éminemment falsifiables. Mais là, ce qu'on peut parfaitement imaginer, c'est graver ce certificat d'authenticité dans la vraie vie et le relier à l'œuvre d'art, par exemple, avec une photo de l'œuvre d'art. Et ça, c'est un usage probablement intelligent et intéressant des NFT. Vas-y. Donc, ça veut dire qu'on peut réglementer un marché de l'art
qui était soumis à beaucoup de contrefaçons et beaucoup de spéculations, d'un côté, et en même temps, est-ce qu'on peut parler de désintermédiation entre l'artiste et son client final, qui avant passait peut-être par des revendeurs, des galéristes, ou peut-être dans la musique, ou dans d'autres univers, où il y avait forcément un intermédiaire. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement désintermédier et ce qui est tout l'objet des blockchains d'ailleurs, les tiers de confiance qu'on avait l'habitude d'avoir, les Galeries, les Sotheby's, les Christie's, etc., pour effectivement s'échanger ces œuvres d'art de pair à pair. Et puis, on a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que de temps en temps, on s'aperçoit que le NFT, qui est censé être le certificat d'authenticité de l'œuvre d'art, finit par prendre plus de valeur que l'œuvre d'art elle-même. Absolument. Donc moi, mais ça peut prendre. Alors, pardon, Juliette. Oui, bien sûr, mais ça peut prendre des valeurs incroyables, ces NFT. Alors, ça, c'est la première application du NFT, c'est son lien avec une œuvre d'art réelle. Mais ce qu'on a vu émerger sur la toile, et on en parlera tout à l'heure. Ce qui plaît beaucoup à Juliette, les petits singes avec des casquettes. Exactement, des Bored Ape ou autres. Alors, ça, c'est ceux pour lesquels ça a vraiment marché. Mais ce sont des artistes qui n'ont pas d'existence dans le monde réel et qui créent directement ce qu'on appelle des drops de NFT sur la blockchain, des pure players, absolument. Et ça, c'est le mode de construction et diffusion de ces NFT auxquels il faut faire attention. Mais des prix, par exemple, Stéphane, ça peut monter jusqu'à combien? On veut des prix. Ça peut monter jusqu'à l'infini, effectivement, des Bored Ape ou les Invisible Man, etc. Il y en a qui valent aujourd'hui des millions de dollars. Il y a des NFT qui valent, je crois que le record, c'est un NFT qu'on a vendu pour 65 millions de dollars. Donc, c'est des montants qui sont absolument considérables. Mais ce à quoi il faut faire extrêmement attention, c'est pour quelques-unes de ces séries de NFT qui prennent de la valeur. Il y en a, et on va expliquer pourquoi, énormément de séries de NFT qui ne prendront jamais de valeur ou de façon très éphémère. Parler de pyramide de Ponzi. Exactement. En fait, la façon dont on vend ces NFT, ça ressemble énormément aux pyramides de Ponzi. C'est Madoff et Picasso mélangés, ce truc-là. Exactement. Alors, c'est aussi la problématique du marché de l'art contemporain dans son ensemble. C'est très souvent un peu des Ponzi, le marché de l'art. Mais là, on a amplifié le phénomène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, vous parliez de clients d'un artiste. Dans la communauté des cryptos, on ne parle pas de clients, on parle de communauté. Donc, en fait, on va essayer un artiste va essayer de regrouper une communauté d'intérêt grâce à des logiciels comme Discord, Telegram, un petit peu Instagram, etc. Exactement. Et c'est ça qui nous rassemble ici aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça va se cristalliser autour des réseaux sociaux. Donc cet artiste, il fait monter une communauté. Et la communauté... Ça veut dire que c'est un peu organisé ? C'est complètement organisé, mais c'est le principe même du Ponzi. C'est-à-dire qu'on se lève pas un matin en disant je vais faire un Ponzi et on se couche le soir et on est riche. C'est-à-dire ça s'organise une escroquerie. Si on parle de Ponzi, c'est de ça dont on parle. Et donc on va rassembler une communauté qui peut rassembler des dizaines, voire des centaines de milliers d'internautes. Là, tout le monde se met d'accord pour acheter et revendre à d'autres. Exactement. Alors dans un premier temps, on va ce qu'on appelle minter les NFT, c'est-à-dire les créer. Et donc ils ont une valeur d'émission qui est une valeur assez faible. En général, quelques dizaines de dollars ou d'euros. Et puis, on se met d'accord pour se les racheter entre nous. Et en se mettant d'accord pour que ça descende jamais en dessous d'un certain prix et que le prix augmente toujours. Et cette communauté, elle va commencer à s'échanger des actifs. Et ça va faire du buzz, ou ça doit faire du buzz. Et donc, des gens qui sont extérieurs à cette communauté vont venir acheter des actifs. C'est génial, ce truc. On peut faire beaucoup d'argent. Et amplifier le buzz. C'est ça ma question, c'est qu'en fait, la spéculation est l'unique intérêt des NFT. Parce que si vous voulez, une œuvre d'art, en règle générale, une vraie œuvre d'art, on a le luxe de pouvoir l'accrocher au mur de son salon ou au musée et de pouvoir l'admirer. Là, on a une super nouvelle photo de profil. On a un petit singe avec une casquette. Finalement, ça se résume à de la pure spéculation et on peut pas vraiment comparer ça au marché de l'art. Alors, oui et non, parce que mon œuvre d'art, certes, je peux la mettre sur mon mur, mais là, il y a un nouveau phénomène qui consiste à mettre en photo Twitter l'œuvre d'art que j'ai acheté X millions de dollars, ce qui veut dire que j'appartiens à la communauté des gens qui ont accès à ce truc-là, donc c'est quand même un vrai phénomène. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des tas de collections qu'on a et qu'on montre jamais. Des timbres. Oui, les boîtes de camembert, les timbres, etc. Et finalement, je peux aussi avoir une collection pour moi-même. Donc, il y a aussi ce phénomène-là de trucs qui sont honorables en termes de valeur artistique. Enfin, moi, je suis personne pour juger de ça, mais dont on peut imaginer que ça constitue une collection. Oui. Non, ça me va, mais je suis pas
pour moi, c'est quand même de la pure spéculation. On est juste là. Casquette numérique qui vaut des millions. On est juste là pour faire de l'argent. Bon. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est légal tout ça, Stéphane ? Ah bah c'est parfaitement légal. Il y a aucune loi contre la connerie. Donc on essaye de la limiter, on essaye de la réguler, mais aujourd'hui organiser un système interne dans une communauté de revente d'objets et d'actifs numériques, c'est parfaitement légal. Et de toute façon, pour l'État, si les gens ont fait un peu de plus-value, ils vont finir par payer de la fiscalité sur la plus-value. Et donc, au total, l'État s'y retrouve assez bien. Après, on n'a rien inventé avec les cryptos en matière d'échange d'actifs. Et l'illégalité dans le fait de s'échanger des œuvres d'art, elle n'est pas différente dans la crypto que n'importe où ailleurs. Vous en avez acheté une ou ? J'en ai un peu des NFT, oui. D'accord. En fait, ce que vous dites, c'est que ça peut avoir d'autres utilités, notamment par exemple une ordonnance médicale ou comme une puce RFID dans un Lacoste. C'est-à-dire, c'est le moyen d'authentifier. Alors voilà, le NFT, à partir du moment où on part du principe que c'est un actif numérique unique, on peut parfaitement imaginer, et ce sera le cas demain sans aucun doute, qu'un médecin chez qui on va, plutôt que de nous donner une ordonnance papier, nous donne une ordonnance sous la forme d'un QR code qu'on pourra aller échanger contre des médicaments à la pharmacie. Stéphane Moller, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste des crypto-monnaies, que vous animez chaque dimanche sur Sud Radio avec votre compère Thibaut Boutroux, une émission qui porte bien son nom, qui s'appelle On parle crypto. Mais tout de suite, on va parler auto avec nos amis Laurence Perroux et Jean-Luc Moreau. Et cette semaine, ils vont parler du retour de la Dodoche, la 2 chevaux de Citroën, qui revient en version électrique. Restez avec nous.